Vous écoutez le Sport Business, c'est le 29e épisode, bienvenue à tous. Je m'appelle Mathieu Poplimon et je vous fais découvrir chaque semaine un acteur de l'industrie du sport. Ils étaient deux en 2013 au début de l'aventure. Aujourd'hui, Gymlib c'est 80 salariés pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le concept est simple, un seul et unique abonnement vous donne accès à une multitude d'activités sportives. Carrefour vient même d'adopter Gymlib pour ses 100 000 collaborateurs. Son fondateur, Sébastien Bécard, vous raconte aujourd'hui son histoire. Pour nous soutenir, c'est facile, il vous suffit de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'oubliez pas de nous laisser une note. Le Sport Business, c'est aussi sur Twitter et Instagram. Sur LinkedIn, la page a dépassé les 25 000 abonnés. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Merci de participer à cet épisode du podcast. Vous êtes le fondateur de Gymlib, une entreprise qui existe depuis 2013. C'est la question habituelle pour commencer. Parlez-nous Sébastien de votre parcours. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver dans l'univers du sport? Et expliquez-nous aussi le concept de votre entreprise. Gymlib est né en 2013, donc il y a bientôt 10 ans. Et avant cela, comment c'est né? On était avec mon cofondateur salarié de chez Deloitte, qui est un cabinet de conseil et d'audit. Et donc, on était régulièrement amené à se déplacer chaque semaine pour aller en mission chez des clients un peu partout. Et on avait à l'époque pris un abonnement à une salle de sport et on y était allé 3 fois. Et puis ensuite, on avait perdu la motivation. Et donc, on a décidé de créer Gymlib après un parcours de respectivement 5 et 8 ans chez Deloitte chacun. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui concrètement avec Gymlib ? Alors, l'envie qu'on avait, c'était de créer un site qui permette aux gens d'avoir un accès flexible au sport. On trouvait qu'il y avait un petit peu trop de contraintes sur le fait de devoir s'abonner à l'année ou de devoir payer parfois un peu trop cher. Et donc, on a créé en 2013 une plateforme qui agrégeait des centaines d'infrastructures sportives et on vendait à ce moment-là, en 2013, des accès à la carte. Des accès d'une entrée, 5 entrées, 10 entrées. Et puis, on prenait une commission là-dessus. Le problème de ce business model, c'est qu'il fallait des volumes énormes pour que le business soit viable. Et donc, on a décidé, au bout de 3 ans, on a pas mal, on a persévéré un peu dans ce premier business model qui n'était pas viable. Et en 2017, 2016, on a décidé de pivoter et de proposer un abonnement unique qui permette aux gens d'accéder via un seul abonnement aux centaines d'infrastructures sportives avec lesquelles on était déjà partenaires. Et le deuxième pivot qu'on a fait 6 mois après, ça a été de comprendre que si on voulait vraiment démocratiser la pratique sportive, il fallait qu'on passe par le monde des entreprises. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, il y a 2 grands freins à la pratique sportive. Le premier frein, c'est le frein de la motivation. Le deuxième frein, c'est le frein financier. Et donc, le frein financier, on le résout assez facilement parce qu'il y a un tiers qui cofinance, que ce soit le CSE, que ce soit les RH. On peut trouver des moyens de financer la pratique sportive en entreprise. Et la motivation, eh ben, je peux vous dire qu'en entreprise, c'est là qu'il y a le maximum de leviers de motivation différents. Il peut y avoir des collègues qui poussent à découvrir un sport, l'escalade, le foot, etc. Il peut y avoir le management qui pousse, il peut y avoir les dirigeants qui poussent. Bref, le cadre est idéal pour pousser la pratique sportive. Et c'est pour ça qu'en 2017, on a dit que Gymlib allait devenir 100% B2B. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous inscrire à Gymlib si vous n'êtes pas salarié d'une entreprise qui est client de Gymlib. Votre entreprise s'est bien développée depuis 2013. Vous étiez 2 au départ. C'est passé comme certaines startups par des levées de fonds. Alors, qui sont aujourd'hui les investisseurs de Gymlib? Combien de salariés sont à vos côtés? Quel chiffre d'affaires vous dégagez? Alors, aujourd'hui, c'est une équipe de 80 personnes. On est basé quasiment tous à Paris, dans le 11e, mais certains salariés maintenant, et notamment depuis le Covid, sont allés s'installer à Montpellier, à Marseille, à Barcelone, etc. On a eu effectivement 4 levées de fonds successives entre 2013 et 2020, où on a fait rentrer à la fois des business angels, mais aussi des fonds d'investissement, Briga Capital, Allianz Group, Fadiez notamment. Et puis, on a également fait rentrer Sodexo au capital de Gymlib, parce qu'on était convaincu que Sodexo pourrait non seulement
nous aider financièrement, mais aussi nous apporter commercialement en nous permettant de présenter le service à leurs clients. Et puis en 2022, donc il y a un peu moins d'un an, on a fait une opération avec le leader en Allemagne qui s'appelle Wellpass, eGym Wellpass. Et l'opération nous est parue totalement naturelle parce que eGym, c'est le leader en Allemagne sur la même activité que la nôtre. Et donc pour continuer notre ambition de devenir le leader européen, on s'est dit que c'était plus cohérent de s'allier avec l'acteur leader en Allemagne. Quelle est la typologie de vos clients? Alors, nos clients sont notamment ceux qui soignent la marque employeur et ceux qui souhaitent avoir la meilleure expérience de travail, la meilleure qualité de vie au travail. Et donc, on retrouve parmi ceux-là notamment les startups qui font vraiment attention à l'expérience qu'ils veulent faire vivre à leurs salariés. Beaucoup de cabinets de conseil et d'audit qui effectivement veulent toujours aussi recruter les meilleurs talents, donc ils veulent avoir le maximum de bénéfices. Et puis, de plus en plus, on retrouve maintenant des grands groupes qui sont pas forcément parmi les acteurs les plus faciles à convaincre. Donc, il faut avoir des premières références. Et nos premières références ont servi aussi à ça, toutes les cabinets de conseil et de start-up. Et maintenant, on commence à signer des entreprises du CAC 40. On parle beaucoup, vous l'avez dit, de bien-être en entreprise. Quel est l'état du marché du sport en entreprise justement en France? Est-ce que vous avez d'autres concurrents sur ce créneau? Ce qui est amusant, c'est de voir que il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien qui se passait sur notamment la pratique du sport en entreprise. Et on voyait beaucoup de dirigeants nous dire non, mais c'est pas mon sujet. Allez voir éventuellement le CSE, mais en tout cas, c'est pas notre sujet. Et on voit que depuis 10 ans, le well-being et la qualité du travail est devenu une préoccupation grandissante des dirigeants et des fonctions RH. Et aujourd'hui, on a des concurrents dans exactement le même service qu'on propose, c'est-à-dire l'agrégation et la proposition d'un abonnement unique, mais on a aussi des concurrents indirects, donc qui proposent d'autres choses, mais qui poussent quand même à la pratique sportive en entreprise. Je pense aux acteurs comme Sport Heroes, Kipling, Squad Easy, qui proposent des challenges de pas connectés. Donc nous aussi, on y vient et on a complété notre offre avec ce service de challenge de pas connectés. Et notre mission, c'est toujours plus de répondre aux envies d'un maximum de salariés. Donc, on design notre produit pour que un maximum de salariés puissent se retrouver dans notre service. Donc, on veut des salles de sport partout en France, c'est pas juste à Paris. On veut un service de challenge de pas qui permette à des gens qui ont pas forcément envie d'aller dans une salle, mais même le fait de pouvoir marcher et courir, bah, ça leur fait participer à une compétition. Donc, voilà, on design notre service pour que les entreprises puissent encourager la pratique sportive au plus grand nombre au sein de leur entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de la typologie de vos clients et au niveau géographique, c'est pas uniquement des boîtes sur Paris. Ouais, c'est une bonne question. En fait, donc notre service historique, l'agrégation des salles et de l'abonnement unique, il est plus pertinent dans les zones urbaines, parce que quand on a juste une salle dans un rayon de 5 km², bah, en général, on n'a pas énormément d'intérêt à prendre un abonnement qui permette d'aller partout, parce que la densité de salles n'est pas énorme. Donc, on a effectivement aujourd'hui une grosse partie de nos utilisateurs qui sont à Paris. Quand je dis Paris, c'est Paris et toute la banlieue, l'Île-de-France. Et on a maintenant 5-6 clusters qui commencent à devenir assez importants aussi par rapport après Paris, qui sont Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Bruxelles et Lille. Voilà, Bruxelles aussi, parce qu'on a décidé de lancer la Belgique assez rapidement en 2018. Et maintenant, Bruxelles est un cluster assez important. Votre dernière actualité, Sébastien, c'est la signature d'un gros partenariat avec Carrefour qui propose votre solution à ses 100 000 collaborateurs. Racontez-nous les coulisses de ce deal. Vous étiez en discussion, j'imagine, depuis longtemps avec Carrefour? Alors, en général, c'est ce qui se passe sur les grands groupes. C'est vrai qu'en général, on amorce des discussions et puis ça se concrétise 6 mois, 1 an, parfois même 18 mois après les premières discussions. Pour Carrefour, ça n'a pas été le cas. Pour Carrefour, c'est allé beaucoup plus vite. En réalité, le déclencheur, ça a été le fait que Carrefour décide d'être sponsor JO. Et une fois qu'ils ont acté leur partenariat avec les JO, eh bien, avec Paris 2024, ils ont souhaité montrer l'exemple et proposer une solution qui encourage la pratique sportive de leurs salariés. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres
Ils étaient très, très ouverts sur la solution. Ils n'avaient pas de religion forcément. Donc, ils ont consulté des acteurs de Challenge de pas connectés, ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Ils ont sollicité Giblib et puis ils ont même sollicité pardon, des réseaux de salles en direct. Et puis, au final, ce qui peut-être a fait la différence, c'est que chez Giblib, il y a eu une équipe d'à peu près 10-15 personnes qui a été vraiment mobilisée pour répondre vraiment le plus précisément possible et répondre au maximum aux besoins de Carrefour. Et donc, on a été non seulement aux euros, et puis au final, c'est nous qui avons réussi à, à décrocher ce deal qui est une vraie fierté pour l'ensemble de l'équipe, parce que bah voilà, Carrefour, c'est le premier employeur en France. Et c'est pas que des salariés qui sont basés en Île-de-France. Donc, c'est une énorme responsabilité pour nous que d'aller permettre aux salariés de Carrefour partout en France d'aller faire plus de sport. Voilà, c'est vraiment un très bel accomplissement pour tout le monde. Une dernière question, Sébastien, justement vers l'avenir. Quelle est votre stratégie jusqu'aux Jeux de Paris 2024? J'imagine que vous allez essayer de surfer un peu sur l'engouement et sur cet événement. Oui, c'est sûr que 2024, ça va être une formidable année pour le sport en France. On a de la chance d'avoir Amélie Oudéa, la ministre des Sports, qui souhaite faire du sport la grande cause nationale de l'année prochaine. Euh, Nous, notre stratégie, elle n'est pas parfaitement encore finalisée sur qu'est-ce qu'on va faire pour sensibiliser les dirigeants à pousser la pratique sportive. Je pense que il y aura tellement de bruit autour des JO que assez naturellement, je pense que les dirigeants, les RH, les CSE auront envie d'encourager la pratique sportive. Mais on est toujours contraint par le fait qu'on ne peut pas communiquer autour enfin, on n'a pas le droit dans nos communications de s'associer au jeu. Voilà, on va évidemment en parler à l'oral à nos prospects, on n'a pas une stratégie très claire sur comment accélérer le process de décision des gens. Mais je pense que naturellement, je pense que les JO feront bien le travail, les dirigeants seront assez motivés et chercheront des solutions. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous dans le podcast Le Sport Business. Merci Mathieu, c'était un plaisir.